Vous appelez votre fils. Il ne répond pas. Vous lui envoyez un message. La réponse est brève, distante, polie. Vous proposez un déjeuner. « Je vais voir avec lui », répond votre fils. Avec lui, comme s'il avait besoin d'une autorisation. Comme si vous, qui lui avez donné la vie, qui vous êtes levé tôt le matin, qui avez payé chaque facture, chaque médicament, chaque rêve, deviez désormais passer par un intermédiaire pour avoir accès à votre propre fils. Et vous le ressentez dans votre poitrine. Une chose que vous ne pouvez expliquer à personne, car lorsque vous essayez, cela ressemble à de la jalousie, cela ressemble à de la possessivité, cela donne l'impression que vous n'acceptez pas qu'il ait grandi. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a un autre homme assis sur la chaise qui a toujours été la vôtre. Et votre fils le regarde comme il vous regardait. Personne ne parle de cette douleur, parce qu'elle n'a pas de nom socialement acceptable. Vous ne pouvez pas dire « je suis jaloux de mon gendre » sans paraître ridicule. Vous ne pouvez pas dire « j'ai l'impression qu'on m'a volé mon fils » sans paraître possessif. Alors vous ravalez votre douleur. Vous ravalez votre douleur et sourire lors des fêtes de famille. Vous ravalez votre douleur et faire semblant que tout va bien lorsque votre fils annule le déjeuner du dimanche pour la 3e fois consécutive. Vous ravalez votre douleur lorsque vous réalisez que les décisions importantes de sa vie passent désormais par un autre homme et que vous ne l'apprenez qu'après coup. Freud dirait que c'est la douleur du détrônement. Vous étiez le roi, la reine, le centre gravitationnel de la vie de ce garçon. Et maintenant vous n'êtes plus qu'un visiteur, un appel qu'il répond à la hâte, un « on se voit bientôt » qui ne se concrétise jamais. Le pire, ce n'est pas la distance. Le pire, c'est le remplacement. Parce que s'il s'agissait simplement d'un éloignement naturel lié à l'âge adulte, vous l'accepteriez. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il ne s'est pas éloigné de tout le monde, il s'est éloigné de vous, et il s'est rapproché d'un autre. Il a remplacé une référence par une autre, une étreinte par une autre, un conseil par un autre. Et vous vous demandez, dans le silence de l'aube, qu'ai-je fait de mal? Où ai-je perdu ma place? La vérité, c'est que vous n'avez pas perdu votre place un jour précis. Ce n'était pas lors d'une dispute, d'une erreur isolée, d'un mot mal placé. C'était une érosion lente, invisible, que vous n'avez remarqué que lorsqu'il était déjà trop tard. Lorsque votre gendre avait déjà construit un mur entre vous et votre fils, et que votre fils avait aidé à ériger chaque brique sans même s'en rendre compte. Cela a commencé petit, une opinion de lui que votre fils a acceptée sans vous consulter, un voyage qui a été décidé entre eux deux, un Noël où sa famille a eu la priorité et la vôtre a été mise de côté. Vous avez laissé passer. Après tout, il s'est marié. Il doit avoir son autonomie, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas être ce père, cette mère étouffante qui ne lâche pas son enfant. Alors vous avez reculé. Vous lui avez laissé de l'espace. Vous l'avez respecté. Mais personne ne vous a prévenu que trop d'espace devient de l'abandon. Et trop de respect devient de l'invisibilité. Chaque fois que vous avez reculé, votre gendre a avancé. Chaque fois que vous êtes resté silencieux pour ne pas paraître indiscret, il a parlé plus fort. Et votre fils, au milieu de cette danse silencieuse, a naturellement gravité vers celui qui était le plus présent, le plus proche, le plus impliqué dans sa vie. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une physique émotionnelle. Les corps se déplacent vers la chaleur la plus intense, et vous vous êtes refroidi, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous aviez peur de vous brûler. Maintenant, lorsque vous essayez de vous rapprocher, cela ressemble à une intrusion. Lorsque vous donnez votre avis, c'est de l'ingérence. Lorsque vous appelez, c'est une exigence. D'une certaine manière, sans que personne n'ait dit un mot, vous êtes devenu le problème, l'excès, la pièce qui ne s'intègre plus dans sa vie. Et le gendre? Ah, le gendre est le compagnon, le partenaire, le soutien. Il est là tous les jours partageant la facture, partageant le lit, partageant les projets. Il n'a pas besoin d'appeler, il se réveille à ses côtés. Il n'a pas besoin de demander de l'attention, il est déjà dans le cercle. Il ne se dispute pas l'espace, il est déjà l'espace. Vous savez qu'une partie de cela est naturelle. Vous savez qu'un enfant adulte a besoin d'avoir sa propre famille, ses propres liens, sa propre vie. Vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas possessif. Vous ne voulez pas qu'il revienne vivre avec vous ou qu'il vous consulte avant chaque décision. Vous vouliez juste continuer à compter, continuer à être quelqu'un qu'il recherche, pas par obligation, par envie, par amour, mais ce que vous ressentez est tout le contraire. Vous avez l'impression d'être devenu une corvée, un devoir, un appel qu'il passe parce qu'il serait trop impoli de ne pas le faire.
Un déjeuner qu'il accepte de temps en temps parce que sinon vous vous plaindriez. Ce n'est plus un plaisir. C'est une question de protocole. Et cela fait plus mal que n'importe quelle dispute. Parce que les disputes ont de l'intensité. Et l'intensité, même si elle est négative, reste une forme de connexion. Mais l'indifférence polie, la distance courtoise, c'est la mort du lien. C'est vous qui êtes effacé petit à petit, avec gentillesse, avec des excuses raisonnables, avec une froideur qui se déguise en maturité. Vous regardez votre gendre et vous voyez ce que vous étiez autrefois, la personne la plus importante dans la vie de votre fils, celui vers qui il court quand il a une nouvelle, celui dont il cherche la validation, celui dont la présence fait la différence. Et vous êtes devenu la vieille photo sur l'étagère, important dans le passé, nécessaire un jour, mais maintenant décoratif. Il y a des jours où vous prenez le téléphone pour appeler mais vous abandonnez, parce que vous savez déjà, ce sera rapide, ce sera précipité, il y aura ce ton « je suis en plein milieu de quelque chose ici » et vous ne supportez plus d'être traité comme une interruption, comme si votre voix qui a choyé ce garçon toute sa vie n'était plus qu'un bruit gênant dans sa routine. Vous essayez de vous convaincre que vous exagérez, que c'est dans votre tête, qu'il vous aime, qu'il est juste occupé. Mais voilà que son anniversaire arrive, et vous découvrez grâce aux stories qu'il y a eu une fête, petite, intime, et vous n'avez pas été invité. Ou plutôt vous l'avez été, mais de manière si précipitée, si protocolaire, qu'il était clair que votre présence était facultative, dispensable, juste pour la forme. Et le gendre était là, bien sûr, organisant, accueillant, souriant aux côtés de votre fils, comme s'il était le seul à avoir droit à cette intimité, comme si toutes ces années où vous avez essuyé ses larmes, payé ses études, lui avaient appris à faire du vélo, tout cela avait été effacé, remplacé par celui qui est arrivé après, mais qui était resté plus proche. Freud appelait cela le transfert de place symbolique. Ce n'est pas seulement que votre fils a grandi, c'est qu'il a reproduit à l'âge adulte la même dynamique affective qu'il avait avec vous, mais maintenant avec une autre personne. Le gendre n'est pas seulement un mari, un compagnon. Il a assumé, sans que personne ne le nomme ainsi, le rôle paternel, celui d'être la boussole morale, le port sûr, la voix qui pèse le plus. Et vous avez été déplacé, mis à la retraite, rangé dans le tiroir des souvenirs importants, mais plus dans les décisions présentes. Et cela fait mal parce que vous n'avez pas choisi de partir. Vous avez été poussé, subtilement, silencieusement, mais vous l'avez été. Et maintenant, vous regardez de l'extérieur une vie que vous avez construite, mais dont vous ne faites plus partie. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, et que Freud a passé toute sa vie à essayer d'expliquer. Ce qui vous arrive, ce n'est pas seulement à propos de votre gendre, ce n'est pas seulement à propos de jalousie ou de disputes territoriales, c'est à propos de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inconscient. Pour que votre fils devienne vraiment adulte, il devait vous détrôner. Cela semble cruel, je sais, mais c'est structurel, c'est psychique, c'est inévitable. Freud disait que tout enfant, à un moment donné de sa vie, doit tuer symboliquement son père pour pouvoir occuper sa propre place dans le monde. Cela ne signifie pas de la haine, cela ne signifie pas un rejet conscient. Cela signifie que, pour se sentir maître de sa propre vie, il doit rompre avec l'autorité absolue que vous représentiez. Il doit cesser de rechercher votre approbation comme la seule qui compte. Il doit prendre des décisions sans avoir besoin de votre accord. Il doit se sentir libre de vous. Et le mariage, en particulier avec un partenaire fort, déterminé et présent, est le scénario idéal pour cette rupture. Car le gendre n'est pas un rival conscient, il est un facilitateur inconscient de cette séparation. Il offre à votre fils une chose que vous, malgré tout votre amour, ne pourriez jamais lui offrir, la possibilité d'être adulte sans culpabilité. Quand votre fils vous mettait de côté avant de se marier, il se sentait mal. Il avait l'impression de vous abandonner, de vous trahir, de vous faire du mal. Mais maintenant, il a une noble justification. Il fonde une famille. Il est un bon mari, un bon partenaire. Il ne vous abandonne pas, il grandit. Et socialement, cela est applaudi, attendu, célébré. Personne ne dira « c'est absurde ». Il a donné la priorité à son mari plutôt qu'à son père. Tout le monde dira « quelle maturité, il sait que le mariage passe avant tout ». C'est même devenu une vertu. Et vous, au milieu de tout cela, vous n'avez plus d'arguments. Parce que si vous vous plaignez, vous devenez le problème. Si vous dites que vous êtes remplacé, vous devenez possessif. Si vous exprimez votre chagrin, vous devenez celui qui n'accepte pas la vie adulte de son enfant. Vous n'avez plus le droit de souffrir.
parce que votre douleur est désormais considérée comme de l'immaturité. Mais Freud vous dirait, votre douleur est légitime, elle n'est pas malsaine, elle n'est pas possessive, elle est humaine. Parce que vous vivez un deuil, celui d'une place que vous avez occupée pendant des décennies et qui appartient désormais à quelqu'un d'autre. Mais personne ne parle de ce deuil, personne ne vous apprend à le traverser. Parce que la société romantique le départ de la maison de l'enfant, mais oublie de dire que ce départ est aussi une sorte de mort pour les parents. Pas sa mort, mais la mort de ce que vous étiez pour lui. Et le pire, c'est que vous devez faire ce deuil seul, parce que votre enfant ne va pas vous consoler. Il ne sait même pas que vous êtes en deuil. Pour lui, tout est normal. Il est heureux, il construit sa vie, il va de l'avant. Et vous êtes coincé dans ce qui est fini. Il y a maintenant un autre élément dans cette équation, et celui-ci est encore plus difficile à admettre. Il y a quelque chose en vous qui sait. Votre gendre fait des choses que vous ne faisiez peut-être pas. Il est présent tous les jours. Il partage le quotidien, les factures, la fatigue, les projets. Il n'est pas seulement le père que vous aimiez de loin, il est le partenaire qui est près de vous. Et votre fils, au fond, cherche peut-être en lui ce qui lui manquait en vous. Non pas parce que vous étiez mauvais, mais parce que la présence physique constante, l'implication dans les détails, la construction côte à côte, cela crée un lien que l'amour historique, aussi grand soit-il, ne peut remplacer. Et cela vous ronge, parce que c'est une comparaison que vous ne pouvez pas faire à voix haute. Vous ne pouvez pas dire « j'ai fait plus pour toi que lui », parce que cela ressemblerait à une compétition. Et vous savez que dans le cœur de votre fils, à ce moment de sa vie, vous avez déjà perdu cette compétition. Non pas parce que vous valez moins, mais parce qu'il aime différemment maintenant, et il aime davantage celui qui est plus proche. Freud appelait cela l'économie libidinale, la façon dont nous distribuons notre affection. Elle n'est pas infinie, elle n'est pas répartie de manière égale. Et quand quelqu'un occupe beaucoup d'espace émotionnel, quelqu'un d'autre en a inévitablement moins. Dans ce cas, ce quelqu'un, c'est vous. Et ce qui vous détruit, ce n'est même pas la distance physique, c'est la distance affective. C'est d'appeler et de sentir qu'il répond par politesse, pas par envie. C'est de parler et de remarquer qu'il est un peu déconnecté, un peu pensif, un peu impatient que vous terminiez pour pouvoir raccrocher. C'est proposer quelque chose et entendre « je vais voir », sachant que « je vais voir » est un non poli. C'est aller chez lui et sentir que vous êtes l'invité et que le gendre est le propriétaire de la maison, du canapé, du fils, de tout. Vous êtes entré dans cette maison comme celui qui a construit la vie de votre fils. Et vous en êtes sorti avec le sentiment de ne plus avoir votre place dans sa vie. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Cette dynamique d'éloignement a une fonction psychologique essentielle. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est du développement. Votre fils répète inconsciemment un schéma qui existe depuis que l'être humain est humain. Pour devenir lui-même, il doit cesser d'être une extension de vous. Et la façon dont il a trouvé pour y parvenir a été de mettre quelqu'un d'autre à la place que vous occupiez. Non pas parce que vous étiez mauvais à cette place, mais parce que tant que vous étiez là, il ne se sentirait jamais complètement autonome. C'est comme si le gendre était l'outil que votre fils utilise pour couper le cordon ombilical qui, même à l'âge adulte, le retenait encore à vous. Il ne le fait pas pour vous faire du mal, il le fait parce que sans cela, il ne peut pas respirer seul. Et le gendre lui offre l'oxygène dont il a besoin pour se sentir libre. La validation d'un autre adulte, un partenariat d'égal à égal, une construction commune sans hiérarchie. Vous étiez la hiérarchie, même sans le vouloir, même en aimant. Vous avez toujours été le père, la mère, et cela, par définition, est une position d'autorité. Et votre fils avait besoin de sortir de cette ombre. Il avait besoin de quelqu'un qui le considère comme son égal, comme un homme accompli, comme un adulte à part entière. Et cette personne, c'était le gendre. Et vous êtes resté dans la catégorie « qui j'étais » et non « qui je suis ». Et c'est précisément cette transition du passé vers le présent permanent qui fait si mal. Parce que vous ne voulez pas être un souvenir, vous voulez être une présence, mais la présence maintenant a un autre nom, et ce nom n'est pas le vôtre. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Le gendre n'est pas seulement un second rôle dans cette histoire, il n'est pas un détail, un hasard, une pièce neutre sur l'échiquier. Il joue un rôle actif, même inconscient, dans ce remplacement que vous ressentez chaque jour. Car il y a des gendres qui arrivent et s'intègrent. Ils respectent l'espace que vous occupez, reconnaissent votre importance, facilitent le lien entre vous et votre fils. Ils ne rivalisent pas. Ils s'ajoutent. Mais il y en a d'autres, et c'est peut-être votre cas, qui arrivent et occupent,
qui marquent leur territoire, qui, de manière subtile ou moins subtile, tiennent à montrer que c'est désormais eux qui commandent, pas nécessairement avec des mots. Parfois c'est juste un regard, une posture, la façon dont il répond pour votre fils lorsque vous posez une question directe, la façon dont il monopolise les conversations, les décisions, les projets. Comme s'il disait, sans le dire, « Je m'occupe de lui maintenant. Vous avez déjà fait votre part. Et votre fils? Votre fils le laisse faire, parce qu'il a trouvé chez cet homme quelque chose dont il avait besoin, consciemment ou non. Quelqu'un qui le sorte de votre orbite. Quelqu'un d'assez fort pour rivaliser avec vous. Quelqu'un qui dise « non » quand vous dites « oui ». Quelqu'un qui ait ses propres opinions, une main ferme, une présence non négociable. Votre fils ne veut plus d'un père, il veut un égal. Et votre gendre lui offre cela. Mais il y a autre chose. Certains gendres ont, au fond d'eux, le sentiment qu'ils doivent gagner face au père ou à la mère de leur partenaire. Comme s'il y avait une compétition invisible pour l'affection, l'influence, le pouvoir de décision. Et cela, dirait Freud, vient d'une profonde insécurité. Le besoin de prouver qu'il est à la hauteur, qu'il est plus que vous ne l'avez été, qu'il peut donner à votre fils ce que vous ne lui avez pas donné. Et vous savez ce qui est pire, parfois il a raison, non pas parce que vous étiez absent, non pas parce que vous n'aimiez pas, mais parce qu'il est présent d'une manière que vous n'avez jamais été, ou n'avez jamais pu être. Il partage la maison, le lit, les peurs du petit matin, les factures à la fin du mois, la fatigue de construire quelque chose ensemble. Il n'est pas le père qui prend les décisions à distance, c'est le partenaire qui est présent. Et cela crée une intimité que l'amour paternel, aussi intense soit-il, ne peut reproduire. Le gendre devient alors la voix qui compte, l'opinion qui pèse, l'étreinte qui apaise. Et vous devenez l'écho d'un temps révolu, l'appel qui est pris entre deux choses, le déjeuner du dimanche qui a lieu quand il n'y a rien de plus intéressant à faire. Mais attention, ce n'est pas toujours de la manipulation, ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois le gendre vit simplement sa vie, et c'est vous qui interprétez chaque geste comme une menace, parce que vous êtes blessé, parce que vous avez perdu votre place. Et quand on perd sa place, on voit des ennemis là où il n'y a peut-être que des gens qui vivent leur propre histoire. Alors comment savoir? Comment distinguer le gendre qui s'éloigne vraiment du gendre, qui est simplement trop proche pour votre confort? Observez. Facilite-t-il ou complique-t-il les contacts entre vous et votre fils? Encourage-t-il les visites ou a-t-il toujours une excuse? Lorsque votre fils parle de vous, le valorise-t-il ou le dévalorise-t-il? Reconnaît-il votre importance ou agit-il comme si la vie de votre fils avait commencé à son arrivée? Et plus important encore, votre fils a-t-il changé après son arrivée ou était-il déjà en train de changer avant? Car si votre fils était déjà en train de s'éloigner, le gendre n'a fait qu'accélérer un processus déjà en cours. Mais si le changement a été brutal, soudain si votre fils est devenu une autre personne après le mariage, alors il y a quelque chose de plus qu'une évolution naturelle. Il y a une influence. Il y a effectivement quelqu'un qui construit un mur, et votre fils l'aide à l'ériger sans se rendre compte qu'il est du mauvais côté. Freud dirait que le gendre, dans ce cas, n'est pas seulement un partenaire. Il est devenu un substitut parental, mais avec une différence. Il ne porte pas le poids de l'histoire. Il n'a pas le compte du passé. Il est arrivé léger, sans dette émotionnelle, sans exigence implicite. Et cela, pour un enfant qui a grandi en sentant qu'il devait répondre aux attentes de ceux qui l'ont élevé, est libérateur. Le gendre n'attend rien. Vous attendez tout, même sans le dire, même sans le vouloir. Vous attendez de la gratitude, de la reconnaissance, de la présence, des coups de téléphone, des visites, de l'affection. Et votre fils ressent le poids de tout cela. Et il s'enfuit, pas de vous, mais de ce que vous représentez. De la dette impayable d'avoir été aimé, soigné, soutenu. Et le gendre est la solution. Il est l'endroit où votre fils peut être adulte sans rien devoir à personne. Et vous êtes devenu le créancier d'une dette qui ne sera jamais remboursée. Parce que l'amour d'un père ne se paie pas, il se rend. Mais votre fils le rend à quelqu'un d'autre. Et cela vous tue à l'intérieur. Et maintenant, que faire de cette douleur que personne ne valide, que personne ne voit, que vous devez porter seul tout en souriant sur les photos de famille et en faisant semblant que tout va bien? La première chose à faire, et la plus difficile, est d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler l'affection de l'autre. Vous ne pouvez pas obliger votre enfant à vous aimer comme vous voulez être aimé. Vous ne pouvez pas exiger sa présence, son attention, sa priorité. Parce que l'affection forcée n'est pas de l'affection. C'est une obligation. Et l'obligation engendre le ressentiment. Et le ressentiment tue le peu qui reste d'une véritable connexion. Vous avez peut-être raison dans tout ce que vous ressentez.
Vous avez peut-être raison au sujet de votre gendre, de son éloignement, de son ingratitude, mais avoir raison ne change rien. Cela ne ramène pas votre fils, cela ne vous permet pas de regagner votre place. Cela ne fait qu'alimenter la douleur et vous maintient prisonnier dans le rôle de victime. Et une victime n'a aucun pouvoir, une victime n'a que de la peine. Alors, que reste-t-il? Il reste un choix que Freud connaissait bien, le choix entre répéter ou élaborer. Répéter, c'est continuer à faire ce que vous avez toujours fait, appeler, réclamer, attendre, être frustré. C'est insister sur la même dynamique en espérant un résultat différent. C'est mendier l'affection de ceux qui ne sont pas disposés à la donner. Élaborer, en revanche, c'est faire son deuil. C'est accepter que la place que vous occupiez n'existe plus. Non pas parce que vous ne la méritez pas, mais parce que les choses ont changé. Votre fils a changé. Et vous devez changer aussi, sinon vous mourrez de douleur en serrant dans vos mains une photo de ce qui n'est plus. Élaborer, ce n'est pas abandonner votre fils. C'est abandonner la version de votre fils que vous gardez encore en mémoire. C'est accepter qu'il n'est plus ce petit garçon qui vous demandait tout, qu'il ne vous mettra plus en premier, qu'il a désormais d'autres priorités et que ce n'est pas grave. Non pas parce que vous n'avez plus d'importance, mais parce que c'est sa vie et vous ne pouvez plus en être le centre. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Tant que vous serez en compétition avec votre gendre, vous perdrez toujours, parce que vous jouez un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Il est présent tous les jours, pas vous. Il partage son quotidien, pas vous. Il n'a pas le poids du passé, vous, oui. Alors arrêtez de rivaliser. Arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes plus important, que vous avez fait plus, que vous méritez plus. Parce que plus vous faites cela, plus vous semblez désespéré. Et le désespoir éloigne. Il éloigne tout le monde. Ce qui attire, c'est l'indifférence. Pas l'indifférence de ceux qui s'en fichent, mais l'indifférence de ceux qui ont leur propre vie, de ceux qui n'ont pas besoin, de ceux qui ne dépendent pas, de ceux qui se sentent bien seuls, parce que les gens apprécient ceux qui ne quémandent pas d'attention. Les gens apprécient ceux qui ont suffisamment de dignité pour s'éloigner lorsqu'ils ne sont pas les bienvenus. Et c'est peut-être ce que vous devez faire, vous éloigner, pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec la lucidité de ceux qui savent que ça ne marche plus, de ceux qui en ont assez d'être traités comme un second choix, de ceux qui ont décidé qu'ils méritent d'être recherchés et non de courir après ceux qui ne veulent pas être atteints. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une limite. C'est vous qui dites « Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je n'accepterai plus les miettes, je n'accepterai plus d'être rappelé à l'esprit seulement quand cela t'arrange. Soit tu me veux vraiment dans ta vie, avec présence, respect, réciprocité, soit j'utiliserai mon énergie avec ceux qui veulent vraiment être près de moi. Et écoute, peut-être qu'il ne remarquera même pas ton absence au début, peut-être qu'il se sentira même soulagé, moins de pression, moins de culpabilité, moins de stress, mais avec le temps, s'il y a vraiment de l'amour, tu lui manqueras. Pas l'absence de quelqu'un qui appelle tous les jours, mais l'absence de quelqu'un qui a toujours été là. Et alors peut-être qu'il reviendra. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce qu'il aura réalisé ce qu'il a perdu. Ou peut-être qu'il ne reviendra pas, et vous devrez l'accepter aussi. Acceptez que vous avez fait ce que vous pouviez, que vous avez aimé comme vous saviez le faire, et que malgré tout, cela n'a pas suffi pour lui. Non pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais parce que parfois, les gens choisissent d'autres chemins. Et vous ne pouvez rien faire d'autre que les laisser partir. Mais en attendant, pendant que vous gérez cette douleur et prenez ces décisions difficiles, il y a une chose qui peut vous aider. Comprendre que vous n'êtes pas seul, que des milliers de pères et de mères vivent exactement la même chose que vous, ressentent exactement la même chose que vous, et qu'il existe un endroit où ces histoires sont racontées, où cette douleur est validée, où vous pouvez trouver la force d'aller de l'avant. Si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette douleur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, parce qu'ici, chaque semaine, nous parlons de ces douleurs dont personne ne parle, de ces blessures invisibles que nous portons seuls, et de la manière de traverser tout cela sans se perdre soi-même. Vous n'êtes pas seul, et vous méritez d'être entendu. Mais il y a quelque chose qui doit être dit, et que personne ne vous dira parce que cela semble trop cruel. Une partie de la douleur que vous ressentez ne concerne pas seulement ce qui se passe actuellement. Elle concerne ce qui n'a jamais été résolu auparavant. Car les enfants ne s'éloignent pas simplement parce qu'ils se sont mariés. Les enfants ne remplacent pas leurs parents par leurs beaux-parents sans qu'il y ait, quelque part dans leur histoire, une blessure mal cicatrisée, une absence, un mot qui n'a pas été dit, une étreinte qui a manqué, une présence dont il avait besoin et vous n'étiez pas là.
Je ne dis pas que vous avez été un mauvais père ou une mauvaise mère, je dis qu'il y avait peut-être une distance, petite, subtile, invisible, dont votre enfant ne vous a jamais parlé, parce qu'il vous aimait trop pour vous faire du mal, ou parce qu'il ne savait même pas nommer ce qu'il ressentait. Mais cette distance était là, et maintenant, avec votre gendre qui comble ce vide, elle est devenue évidente, et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement le présent. C'est la perception rétrospective que vous n'avez peut-être jamais eu la place que vous pensiez avoir. Que votre enfant a peut-être toujours senti qu'il lui manquait quelque chose, et que vous ne l'avez jamais remarqué. Et maintenant qu'il a trouvé cette chose chez quelqu'un d'autre, cela devient évident. Il ne cherchait plus cela chez vous. Il cherchait quelque chose de différent de vous. Cela ne vous dispense pas de ressentir la douleur, mais cela vous aide à comprendre que ce n'est pas personnel. Il ne s'agit pas de votre valeur. Il s'agit d'une dynamique qui s'est établie au fil des ans et qui aujourd'hui a atteint son point de rupture. Et la rupture fait mal, mais elle libère aussi. Elle vous libère de l'illusion. Elle le libère de la culpabilité. Et cela ouvre la voie pour que, peut-être dans le futur, vous puissiez construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas basé sur la dette, l'attente, la nostalgie de ce qui n'a jamais été. Freud parlait de la compulsion à la répétition, cette tendance que nous avons à répéter des schémas, même lorsqu'ils nous font du mal. Et c'est peut-être ce qui se passe entre vous et votre fils. Vous répétez une vieille dynamique. Vous attendez qu'il vous rende l'amour que vous lui donnez. Il fuit la pression de cette attente. Vous vous rapprochez, il s'éloigne. Vous exigez, il se renferme. Un cycle qui ne mène nulle part. Il ne fait qu'aggraver la blessure. Alors, comment briser ce cycle? Comment sortir de cette boucle destructrice qui ne fait que générer de la douleur des deux côtés? Premièrement, cessez d'attendre de la réciprocité, non pas parce que vous ne la méritez pas, mais parce que l'attente engendre la frustration, et la frustration engendre l'amertume. Et l'amertume tue toute possibilité de véritable reconnexion. Aimer sans attendre de retour. Et si cela s'avère impossible, si c'est trop douloureux, alors il est peut-être temps d'aimer à distance, de souhaiter le bien mais sans être proche, sans se blesser tous les jours. Deuxièmement, regardez en vous. Demandez-vous, où ai-je échoué? Non pas pour vous blâmer, mais pour apprendre, pour ne pas répéter, pour comprendre ce que votre fils a vu chez son gendre qu'il ne voyait pas chez vous. Et non, cela ne justifie pas l'éloignement. Cela ne justifie pas l'ingratitude, mais cela vous donne des informations, cela vous apporte de la clarté, cela vous fait sortir du rôle de victime passive et vous place dans le rôle de quelqu'un qui, même dans la douleur, peut encore choisir comment continuer. Troisièmement, redirigez votre énergie. Avez-vous d'autres enfants, des amis, des projets, des rêves qui ont été mis de côté parce que vous avez consacré toute votre énergie à cet enfant qui ne veut plus de vous à ses côtés? Alors reprenez votre vie en main. Reprenez vos centres d'intérêt, reprenez votre but, car tant que votre vie tournera autour de quelqu'un qui ne vous place pas au centre de la sienne, vous vivrez de miettes, et vous méritez mieux que cela. Et enfin, et peut-être plus important encore, pardonnez, pas votre gendre, pas votre enfant. Pardonnez-vous de ne pas avoir été parfait, de ne pas lui avoir donné tout ce dont il avait besoin, d'avoir trop attendu, d'avoir trop exigé, de l'avoir aimé d'une manière qui, peut-être, l'étouffait plus qu'elle ne l'accueillait. Pardonnez, car sans pardon, vous porterez cette douleur jusqu'à la fin, et elle vous consumera. Elle vous rendra amer, plein de ressentiment, prisonnier d'un passé qui ne reviendra jamais. Votre fils a fait des choix. Il a choisi son gendre. Il a choisi de s'éloigner. Il a choisi de vous laisser de côté. Et vous ne pouvez pas changer cela. Mais vous pouvez choisir comment y faire face. Vous pouvez choisir de vous noyer dans la douleur ou d'apprendre à nager dans des eaux plus calmes. Vous pouvez choisir de rester prisonnier du « pourquoi » ou d'aller de l'avant avec le « et maintenant » et le « et maintenant » concerne vous, pas lui. Il s'agit de reconstruire votre vie sans dépendre de quelqu'un qui ne veut pas être présent. Il s'agit de comprendre qu'être père ou mère dans la vie adulte d'un enfant est différent et d'accepter cette différence sans vous annuler. Il s'agit d'avoir suffisamment de dignité pour dire « j'ai fait ma part, j'ai aimé ». Et si cela n'a pas suffi, ce n'est pas parce que je suis insuffisant, c'est parce que parfois, même le meilleur amour n'est pas celui dont l'autre a besoin. Et peut-être, juste peut-être, quand vous cesserez de le poursuivre, il réalisera le vide. Quand vous cesserez d'appeler, il vous manquera. Quand vous cesserez d'être disponible, il appréciera votre présence. Ou pas. Et ce n'est pas grave non plus, parce que vous irez bien. Non pas parce que vous avez cessé d'aimer, mais parce que vous avez appris à aimer sans vous perdre.
à aimer sans te détruire, à aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour, avec la même intensité. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose qui va te faire mal, quelque chose que tu sais peut-être déjà au fond de toi, mais que tu n'as jamais voulu admettre à voix haute. Et voilà, ton fils ne t'a pas été volé, il a choisi de partir. Je sais, ça fait mal de lire ça fait mal de l'accepter, parce qu'il est beaucoup plus facile de blâmer ton gendre. Il est beaucoup plus confortable de croire que tu as été victime d'une conspiration, d'une manipulation, d'une influence extérieure qui t'a arraché ta place. Mais la vérité que Freud te dirait en te regardant dans les yeux, c'est que ton fils est adulte. Et les adultes font des choix. Et il a fait son choix. Il a choisi de donner la priorité à quelqu'un d'autre. Il a choisi de s'éloigner. Il a choisi de ne pas vous chercher. Il a choisi de ne pas répondre à vos appels. Il a choisi de se construire une vie où vous n'avez qu'un rôle secondaire. Ce n'est pas seulement votre gendre, c'est votre fils. Consciemment ou non, c'est lui qui a permis que cela arrive. C'est lui qui a cessé de vous appeler. C'est lui qui ne vous inclut pas. C'est lui qui ne vous manque pas assez pour agir différemment. Et vous pouvez détester votre gendre autant que vous voulez. Vous pouvez le blâmer pour tout. Vous pouvez élaborer des théories sur la manipulation, le contrôle, la jalousie malsaine. Et peut-être y a-t-il même une part de vérité dans tout cela. Mais tant que vous ne regarderez pas le choix de votre fils et n'accepterez pas qu'il vous met de côté, consciemment ou non, vous resterez prisonnier d'un fantasme. Dans le fantasme qu'il suffit d'écarter votre gendre pour que tout revienne à la normale. Et ce ne sera pas le cas. Parce que votre fils n'est pas empêché de vous aimer. Il choisit d'aimer différemment. Et ce choix ne vous concerne pas. Et voici ce que personne ne dit. Peut-être a-t-il raison de faire cela. Pas raison de vous blesser, pas raison de vous abandonner, mais raison de suivre sa propre vie, de construire sa propre famille, en se libérant de l'attente d'être pour toujours le fils que vous avez élevé, qui vous doit tout, qui doit vous mettre en premier pour prouver qu'il vous aime. Car la vérité est que, sans vous en rendre compte, vous avez peut-être créé une prison affective, une prison faite d'amour, de sacrifice, de tout ce que j'ai fait pour toi, et votre gendre a été la clé qui a ouvert cette prison. Et votre fils a enfin pu respirer. Cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Cela signifie qu'il avait besoin d'air. Et vous, sans le savoir, vous occupiez tout l'oxygène. Alors que reste-t-il maintenant? Il ne vous reste plus qu'à regarder votre propre vie et à vous rendre compte. Où étais-je pendant que je me consacrais autant à lui? Où sont passés mes rêves, mes amis, mes centres d'intérêt, mon identité en dehors de mon rôle de père ou de mère? Vous avez mis tellement d'énergie en lui que vous avez oublié de vivre votre propre vie. Et maintenant qu'il est sorti de votre vie, que reste-t-il? Un immense vide. Une vie entière construite autour de quelqu'un qui ne veut plus être au centre. Et c'est là la plus grande douleur. Ce n'est pas de perdre son enfant, c'est de réaliser que vous vous êtes perdu en lui, que vous avez renoncé à vous-même en pensant que c'était de l'amour. Et maintenant vous découvrez que l'amour sans individualité devient de la dépendance. Et la dépendance éloigne. Elle éloigne toujours. Freud dirait que vous avez transféré toute votre libido, toute votre énergie vitale, toute votre volonté de vivre à cet enfant. Et quand il est parti, il a emporté avec lui votre raison d'être. Et maintenant, vous êtes là, perdu, sans savoir qui vous êtes en dehors d'être le père ou la mère de quelqu'un qui ne veut pas de vous à ses côtés. Et peut-être que votre enfant s'est éloigné précisément pour cette raison. Parce qu'il a senti le poids d'être votre seule source de sens. Parce qu'il a compris, même sans le nommer, que vous n'aviez pas de vie propre. Et cela était étouffant. C'était trop de responsabilité. C'était trop d'amour, mais de la mauvaise manière. Alors il s'est enfui, pas de vous, de ce que vous représentiez. L'impossibilité d'être lui-même sans vous porter sur son dos. Et le gendre était l'excuse parfaite. C'était le bouclier qui lui a permis de faire ce qu'il devait déjà faire, se séparer de vous. Parce que dire « je donne la priorité à mon mariage » semble mature. Dire « je m'éloigne parce que tu m'étouffes » semble cruel. Il a donc utilisé son gendre comme justification. Et peut-être ne se rend-il même pas compte que c'est ce qu'il a fait. Mais vous le voyez, vous le ressentez. Et cela fait plus mal que tout ce que vous avez connu dans votre vie. Parce que c'est le rejet le plus primitif qui soit. Le rejet de celui que vous avez aimé plus que vous-même. Et maintenant, vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Peut-être pour la première fois de votre vie. Alors, que faire de tout cela? De cette douleur, de cette vérité crue, de cette prise de conscience que vous avez perdu non seulement votre fils, mais aussi vous-même dans le processus. Premièrement, acceptez que le deuil est nécessaire. Vous devez pleurer la fin de cette dynamique.
Vous devez ressentir la douleur de ne plus être le centre. Vous devez traverser la colère, la peine, le sentiment d'injustice, car ce n'est qu'après avoir ressenti tout cela, sans fuir, sans vous anesthésier, que vous pourrez vous reconstruire. Et se reconstruire, ce n'est pas reconquérir votre enfant, c'est vous reconquérir vous-même, c'est redécouvrir qui vous êtes en dehors de votre rôle de père ou de mère. Quels sont vos centres d'intérêt, vos rêves, vos amitiés qui ont été oubliés? Quelle vie avez-vous cessé de vivre parce que vous étiez trop occupé à vivre à travers lui? C'est là le tournant. La véritable libération ne vient pas lorsque votre enfant revient. Elle vient lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin qu'il revienne pour être heureux. Lorsque vous construisez une vie si épanouie, si intéressante, si vôtre, que sa présence devient un bonus et non plus une nécessité vitale. Et voici le paradoxe que Freud connaissait bien. Moins vous avez besoin de quelqu'un, plus vous devenez digne d'être recherché, parce que le désespoir éloigne. Mais une forte présence, une vie qui vous appartient, une dignité qui ne supplie pas, cela attire. Cela incite les gens à regarder à nouveau et à se dire « Attendez, qui est cette personne qui ne court plus après moi ?» Votre mission n'est donc plus de ramener votre enfant. Elle consiste à vous ramener vous-même, le vous qui existait avant sa naissance, ou le vous qui n'a jamais eu la chance d'exister parce qu'il a été englouti par la maternité ou la paternité dès son plus jeune âge. Il est temps de rencontrer cette personne, de lui faire de la place, de la nourrir, d'en faire quelqu'un que vous aimeriez connaître. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous aurez votre propre vie, votre propre but, une joie qui ne dépend de personne, l'une des deux choses suivantes se produira. Soit votre enfant remarquera le changement, et poussé par la curiosité ou un véritable sentiment de nostalgie, il se rapprochera à nouveau, cette fois-ci non par obligation, mais par intérêt réel, parce que vous êtes redevenu quelqu'un d'intéressant. Quelqu'un qui n'exige rien, qui n'étouffe pas, qui n'a pas besoin. Vous êtes simplement là, ferme, entier, disponible, mais pas dépendant. Ou bien il ne reviendra pas, et vous irez bien de toute façon, parce que votre bonheur n'est plus entre ses mains, il est entre les vôtres. Et cela, c'est la liberté, c'est la maturité. C'est ce que Freud appellerait l'individuation complète. Vous vous êtes enfin séparé de votre enfant. Et vous avez découvert que vous pouvez exister, et bien exister sans lui. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour mûr. C'est de l'amour qui respecte la distance, qui accepte le choix de l'autre sans s'annuler, qui dit « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour être entier. Et si tu veux revenir, je serai là. Je ne t'attendrai pas, mais je vivrai. Et tu seras le bienvenu dans ma vie, mais tu n'en seras plus le centre. Et peut-être, juste peut-être, quand le gendre se rendra compte que vous n'êtes plus une menace, que vous n'êtes plus quelqu'un qui lui fait concurrence, il se détendra. Et quand il se détendra, votre fils respirera. Et quand votre fils respirera, il se souviendra de votre odeur, de votre étreinte, de votre rire, et vous lui manquerez. Vous lui manquerez vraiment, pas par culpabilité, pas par obligation. Vous lui manquerez. Mais même si cela n'arrive pas, vous aurez gagné quelque chose de plus grand, vous-même. Et au final, c'est la seule personne avec laquelle vous passerez toute votre vie. Cela vaut donc la peine d'investir en elle. Cela vaut la peine de la connaître. Cela vaut la peine de l'aimer. Votre fils a suivi son chemin. Il est maintenant temps pour vous de suivre le vôtre. Pas en tant que victime, pas en tant que personne abandonnée, mais comme quelqu'un qui a aimé, qui a tout donné, et qui est maintenant prêt à donner le plus important, l'amour de soi, la dignité, une vie épanouie, et qui sait, peut-être vous retrouverez-vous en chemin, pas comme un père et un fils prisonniers d'anciennes attentes, mais comme deux personnes qui s'aiment, de loin ou de près, mais qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister. Et cela, c'est le plus bel amour qui soit, l'amour qui libère, l'amour qui ne retient pas, l'amour qui respecte, l'amour qui, enfin, est libre. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà réussi à vous voir au-delà de votre rôle de père ou de mère? Qu'avez-vous cessé de vivre pour vivre à travers votre enfant? Partagez vos commentaires. Votre histoire peut être le miroir dont un autre père ou une autre mère a besoin pour commencer à se reconnaître. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos démons et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.